Il y a des questions qui reviennent assez souvent dans le live. J'ai un immense plaisir à participer régulièrement aux sessions du live. Il y a des gens formidables sur le live, il faut le dire. Et il y a une ambiance, c'est pédagogique, il y a un bon état d'esprit. Et je ne peux que le recommander et dire, comme préambule, que, puisque j'ai le temps, hein, j'en profite, que c'est important, même quand on débute, d'avoir des gens qui nous donnent des conseils. Il y a des gens très bienveillants, très dédiés, qui sont là et qui répondent aux questions. Il faut saluer quand même leur esprit, leur bon état d'esprit, parce que c'est assez rare dans les communautés. Donc voilà, je voulais quand même aussi rendre à tout seigneur tout honneur, comme on dit, ce merveilleux outil que tu as mis à notre disposition. Et au nom de tous, merci. Alors, chers amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Richard. La plupart d'entre vous qui êtes ici vont sur le live, donc vous me connaissez. Très rapidement, j'ai eu un petit peu de vie. J'ai commencé par la SS2I bancaire à la base. J'ai fait des études scientifiques. J'ai travaillé dans le domaine de la banque privée pendant pas mal d'années, presque 20 ans. Alors j'en ai 60 aujourd'hui. Et je me suis reconverti en milieu de chemin vers la psychologie, parce que ça a toujours été un thème de prédilection chez moi, d'autant plus que j'ai été toujours dans des associations, j'ai fait du soutien, de l'aide à la personne, prévention suicide, enfin tout un tas de trucs. J'ai travaillé dans des organisations à but non lucratif. Et j'ai voulu un jour formaliser tout ça et sortir du milieu de la banque. J'ai commencé à trader très jeune, j'ai commencé à la fin des années 80. Début des années 90, sur les options négociables. À l'époque, j'étais un passionné, c'était vraiment la préhistoire, mais bon, il y a pas mal de choses qui ont changé depuis. Je me sens parfois même un petit peu à la traîne, hein, même si j'ai cette ancienneté, elle est relative. Donc je me suis reconverti en psycho, je suis retourné à l'école, j'ai fait des études, donc j'ai plusieurs compétences dans ce domaine, aussi bien dans l'analytique, les thérapies brèves, l'hypnose, la PNL, l'art-thérapie également. Sachant que pour l'hypnose, c'est un petit peu mon dada, parce que l'hypnose, on va en parler très longuement, recèle d'énormes potentiels. J'ai eu le plaisir d'animer aussi un centre de formation, donc j'ai eu des médicaux, j'ai eu des toubibs, des infirmières, j'ai eu des gens lambda aussi qui voulaient apprendre l'hypnose. Et j'ai toujours été stupéfait de voir ce que peut nous apporter l'hypnose. Alors depuis le début, évidemment, sur la question du trading, la question se pose, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hypnose et le trading? Et on entend aussi beaucoup parler de psychologie, et ça me permet de faire, on va dire, une petite également précision, un disclaimer, comme on dit ici. C'est qu'il faut remettre les choses exactement dans le bon ordre. La résolution des problèmes psychologiques, c'est bien, mais ça fera pas de vous un meilleur trader si vous ne vous occupez pas de travailler votre setup et votre risk management, il faut le préciser. C'est-à-dire que la psychologie joue un rôle de soutien et de complément. Elle n'est pas là pour faire le travail à votre place sur la part des convictions et des décisions que vous prendrez dans le sens de vous occuper de perfectionner votre technique, d'enrichir votre culture et de surtout veiller à respecter les limites en termes de risque que vous vous êtes fixé. Voilà, ça on le dira jamais assez. Vous pouvez être super stable psychologiquement, vous pouvez avoir toutes les procédures d'auto-hypnose ou d'hypnose à votre disposition. Si vous avez un mauvais setup, que vous ne travaillez pas, que vous ne respectez pas votre risk management, que vous n'avez pas de plan, ce sera toujours extrêmement compliqué. Voilà, donc il fallait le dire d'entrée de jeu pour mettre un petit peu tout ça dans le contexte dans lequel on va développer ce sujet aujourd'hui. Alors, chers amis,
L'auto-hypnose et le trading, l'hypnose peut-elle être un edge psychologique pour le trader? C'est ce que nous allons nous efforcer de déterminer et avec des solutions. Aujourd'hui, on va faire même un peu de pratique, comme on a un peu de temps. Je vous proposerai même une petite séance d'auto-hypnose où chacun pourra participer et accessoirement planer, hein, pour ceux qui arriveront à bien accrocher. J'ai eu des retours sur le live me disant que on voulait de la pratique. Voilà, on voulait quelque chose qui puisse être approprié et qu'on puisse ensuite, bien sûr, tester à volonté à la maison pour développer un petit peu ses potentiels. Donc vous aurez aujourd'hui un exemple concret de pratique que vous pourrez réutiliser. Alors qu'est-ce qui fait... Que se passe-t-il souvent dans la tête des traders? Ils ont bien travaillé leur stratégie, ils ont un magnifique setup, voilà, par exemple comme celui que Arnaud, comme ceux dont il a parlé tout à l'heure, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, le résultat c'est que vous avez un magnifique setup, mais vous ne savez pas pourquoi votre PNL est dans le rouge, vous ne comprenez pas. Et on trouve bien sûr des éléments qui souvent sont assez prédominants dans la vie des traders que nous sommes. Alors, pour faciliter la compréhension, quand je parle de trader au sens large. Quoi que vous fassiez, que vous soyez en propre firme, en propre, que vous soyez sur des options, des actions, etc. etc. Après, maintenant, il est vrai que certaines problématiques sont plus saillantes dans un périmètre déterminé. Quand vous tradez les futurs, que vous êtes un scalper, évidemment, ces problématiques sont plus saillantes. Donc, il y a ces trois aspects qu'on retrouve assez régulièrement. La peur de passer un ordre, c'est-à-dire que voilà, vous êtes là, vous hésitez, vous avez le signal, mais vous anticipez une perte, alors vous êtes complètement pétrifié, et puis le signal passe, vous dites j'avais raison, ou quelquefois j'avais tort, mais vous ne faites rien. Vous êtes une statue de pierre, là, vous êtes figé, votre doigt est sur le bouton gauche de la souris, et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas passé cet ordre. Pourtant, vous êtes confiant dans votre stratégie, vous l'avez éprouvé, mais voilà, vous ne passez pas l'ordre. Et puis vous vous tapez sur la tête quand vous voyez que vous auriez pu gagner beaucoup. Au contraire, vous aurez une justification si vous n'êtes pas dans le bon sens en vous disant que votre étoile vous a guidé et vous n'avez pas pris cet ordre. Mais le plus souvent, on regrette de ne pas l'avoir pris. Sinon, on n'a pas peur. En général, on n'a pas peur de passer les mauvais ordres et on a peur de passer les bons. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. La sortie trop précoce des trades gagnants, c'est un immense classique. Vous avez accumulé un petit peu de gains et vous dites, si jamais ils se retournent, je vais les perdre. Donc on est là, on est frileux, on a positionné un TP, mais on ne le respecte pas. C'est encore une autre bizarrerie. Et donc là, on est dans l'angoisse totale quand on est dans le vert. Alors que dans le 3, c'est l'inverse. Vous êtes en perte, eh bien vous avez... au contraire, un espoir terrible que vous allez remonter votre drawdown, que évidemment le marché va se retourner dans le sens qui vous est favorable, et donc on est devant une psychologie inversée, c'est-à-dire que on est câblé d'une certaine manière à l'envers. Là où vous devriez avoir l'angoisse, vous avez l'espoir, et là où vous devriez avoir l'espoir, vous avez l'angoisse. Autrement dit, lorsque vous êtes en gain, vous devriez être en espoir, et pas en peur. Et lorsque vous êtes en perte, eh bien, vous devriez avoir l'angoisse qui vous fait dire sors de là, ne te maintiens pas, c'est totalement inutile. Donc c'est assez curieux, mais ça fait partie des paradoxes que l'on rencontre souvent. Je pose ces problèmes parce qu'ils sont liés directement à des comportements qu'on peut modifier avec l'hypnose. Et la bonne nouvelle, c'est que évidemment, il y a des solutions. Alors, on peut citer Alexander Elder, c'est très intéressant, qui dit que le trading révèle votre personnalité plus qu'il ne crée votre richesse. C'est-à-dire que moi j'ai coutume de dire je trade donc je suis. C'est une formule intéressante parce que en fait la personnalité de l'individu va se matérialiser quelque part dans le trading. Hein. C'est-à-dire qu'on a tendance à mettre en application par notre façon de trader nos principaux traits de caractère. Mais pas seulement nos traits de caractère, mais aussi nos peurs, la manière dont on fait face à certaines pressions, certaines responsabilités,
Donc effectivement, elles révèlent notre personnalité. Vous aurez, très nettement, la capacité de déterminer quand vous regardez quelqu'un trader, si c'est plutôt quelqu'un, de prudent, de conservateur, quelqu'un qui a besoin de la double bretelle, ou quelqu'un qui au contraire prend des risques. Vous avez des créatifs, vous avez des gens qui, sont des cartésiens à fond et puis vous avez les mystiques aussi qui vont regarder dans le mar de café si les cours vont monter ou descendre. Donc il y a, absolument toutes sortes de personnalités et c'est très intéressant donc de voir à quel point, cette personnalité, est assez, bien, manifestée. Alors, le trading, c'est un environnement, à haut risque, on peut le dire, parce que évidemment, il peut y avoir de grands drames, hein. Je vais pas vous faire un dessin. Vous pouvez perdre, beaucoup d'argent, il faut être très prudent, il faut être préparé, il faut être, donc vraiment dans une bonne condition, pour aborder le trading. J'ai coutume de dire que, ben, il faut prendre son temps. Voilà, il faut pas brûler les étapes, il faut comprendre ce que l'on fait, les fondamentaux et on est soumis à ces pressions, permanentes. J'ai mis, sur ce graphe, un petit, extrait des règles de propre firme. J'écoute des fois les gens dans le live, ils sont là, pour se faufiler justement, dans les règles qui mettent, qui permettront d'accéder au payout, hein. Des fois, c'est un vrai labyrinthe, ça dépend et ça met une pression supplémentaire en plus de l'angoisse de perte. Alors bon, Dieu merci, aujourd'hui, nous avons, les propres firmes, hein, on va en reparler, mais les propres firmes, n'ont pas toujours existé et il y avait des choses qui évidemment pouvaient être, pires encore, à une certaine époque. Bon, dans mon expérience, je peux vous dire, j'ai assisté à de véritables drames, dans le trading. Maintenant, on a la propre firme qui quelque part va amortir un peu le processus, dans le sens où vous ne risquez pratiquement rien à part votre, abonnement, hein. Donc ça permet évidemment de se faire les griffes. Mais il y a quand même un revers de la médaille, hein, c'est que la propre firme, parfois, vous enlève la part de rigueur parce que justement, vous ne risquez pas de perdre plus que votre engagement. Donc, vous ne traderiez pas de la même manière en propre firme qu'en compte propre. Ça, je crois que c'est clair pour tout le monde. Alors, les pressions, comme je viens de l'évoquer, vous avez tous les règlements, vous avez le temps qui vous donne la pression aussi, parce que des fois, votre setup vous donne un signal, vous devez prendre une décision rapide, vous devez prendre des responsabilités, et puis parfois, votre PNL ne joue pas en votre faveur, vous avez la pression, hein, à ce niveau-là, vous dites, voilà, vous avez peut-être un drawdown abyssal qui est en train de se dessiner, et surtout, parfois, ben, voilà, vous êtes un peu seul, vous n'osez pas le partager, vous êtes dans l'incapacité quelque part de pouvoir un petit peu diluer cette angoisse auprès des autres. Et j'en reviens à ce que je disais au début, hein, c'est-à-dire que grâce à des Discord comme TPF, eh ben, vous pouvez assez facilement compenser le problème de l'isolement. Et c'est extrêmement, extrêmement important. Voilà, parce que au moins, ben, si vous surmontez une part de votre ego, parce qu'on a tous de l'ego, hein, on protège un petit peu son image, et bien, et que vous vous parlez à cœur ouvert, vous dites voilà, moi j'ai merdé, est-ce que vous pouvez m'aider et ben ça, c'est déjà un immense progrès de pouvoir faire ça, hein. Parce que ben, on va entendre des conseils, des fois ça fera un peu mal, on n'aime pas trop se faire allumer, hein. Bon, on se fait gentiment allumer sur TPF, hein, il n'y a pas de méchanceté, hein. Mais c'est toujours pour le bien, hein, des fois qu'on répète des choses et ça fait partie de moyens de justement soulager la pression. Donc devant toutes ces difficultés, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on va gérer tout ça? Alors, bien sûr, il y a des façons de travailler sur soi, hein. On peut faire de l'analytique, on peut faire une thérapie. Dans certains cas, la thérapie va nous aider à un petit peu limer
ce qui dépasse en termes de difficultés au niveau de notre personnalité, de nos penchants, parce qu'on a des penchants parfois qui sont euh, autant d'éléments qui vont nous perturber, qui vont nous induire dans des comportements que l'on souhaite à tout prix éviter. Alors, l'hypnose est un de ces moyens. On va bien décortiquer tout ça pour comprendre dans quel cadre l'hypnose s'inscrit. C'est un cadre qui est extrêmement vaste parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur l'hypnose. On va un petit peu les détailler. Je pense que c'est important de rentrer dans le détail parce que ça vous permettra déjà de voir un peu les limites de ce qu'il est possible de faire et de ce qui n'est pas possible de faire. Et surtout, ce qui est de votre propre part et ce qui est la part de la technique sur laquelle vous allez vous appuyer. Voilà. Cette technique va vous donner des choses, mais vous, il va falloir que vous donniez aussi des choses. Les choses ne se font pas seules. Je travaille dans un cabinet libéral, je reçois des patients régulièrement dans la semaine, et j'ai des gens qui viennent me voir parfois pour l'hypnose, parce qu'ils savent que je pratique l'hypnose, et ils n'ont pas envie de faire leur part. Hein. Voilà, j'ai envie d'arrêter de fumer, j'ai envie de maigrir, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, mais voilà, moi je veux juste être hypnotisé, puis quand vous avez fini, ben, ça doit être nickel, quoi. Ça marche pas comme ça, l'hypnose, faut le dire. L'hypnose n'est pas là pour générer des conflits internes. Hein. Il faut d'abord travailler sur certains points pour que l'hypnose puisse venir s'inscrire au bon moment, avec le bon tempo, dans la solution que l'on propose. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas, bien sûr, permettre à ces personnes de maigrir ou d'arrêter de fumer. Ça veut dire qu'on va leur donner un levier après avoir correctement établi le travail préliminaire, analytique, afin qu'ils puissent effectivement bénéficier au maximum de l'hypnose. Alors je réponds à la volée rapidement, tout le monde est compatible à l'hypnose. Il n'y a pas de personne qui ne peut pas être hypnotisée, ça n'existe pas, c'est une idée reçue qui a la vie dure. D'abord, il ne faut pas confondre suggestible et hypnotisable, parce que ce sont deux choses un petit peu différentes, on en reparlera. Mais tout le monde, sans exception, peut bénéficier d'un état hypnotique, d'une transe, condition bien sûr de trouver les clés. C'est le principe qu'un professionnel de l'hypnose connaît, c'est-à-dire qu'on doit utiliser une approche sur mesure, parce que chaque individu est différent. Je rentrerai peut-être dans les détails si nous avons le temps. Alors, ce que n'est pas l'hypnose. Alors, une baguette magique, je l'ai expliqué, c'est-à-dire que, ben voilà, vous n'avez pas juste à être touché par la grâce et que vos problèmes soient résolus. Ce n'est sûrement pas comme ça que ça va fonctionner. Ça ne peut pas être non plus une résolution si vous n'avez pas les convictions qui sont alignées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est extrêmement important. J'y reviendrai en citant une règle tout à l'heure. Si vous n'avez pas les convictions correctes, l'hypnose ne servira strictement à rien. Par exemple, celui qui veut arrêter de fumer, si vous lui dites, vous lui laissez croire que la cigarette va le calmer, il n'arrêtera jamais de fumer. Mais lorsque vous lui expliquez que le calme ne vient pas de la cigarette, mais de la résolution temporaire d'un manque à une substance, ça change tout. Donc il faut modifier les convictions pour implémenter une suggestion hypnotique, sans quoi on va se heurter à un vrai problème. Ce n'est pas non plus une technique où vous allez devenir une marionnette livrée à vous-même, comme on voit dans les spectacles de Mesmer. Vous savez, ces spectacles de Mesmer ont fait beaucoup de tort à la profession parce que les gens ont peur de l'hypnose. On croit qu'on peut devenir une marionnette et qu'on peut faire n'importe quoi avec quelqu'un sous hypnose. C'est extrêmement rare d'obtenir un tel état de contrôle. Et pour y parvenir, il faut tricher. Je ferai une parenthèse aussi là-dessus pour ceux qui veulent aller plus loin. Il
faut tricher, c'est-à-dire que si vous pratiquez une hypnose normale, vous ne risquez pas de prendre le contrôle d'une personne sans son consentement. Et surtout, vous ne risquez pas de lui faire faire quelque chose qu'elle ne ferait pas à l'état de veille. C'est très important de le préciser. C'est pour ça qu'il y a une vision relative du contrôle. Si à l'état de veille, vous ne seriez pas apte ou volontaire pour faire une certaine chose, vous ne pourriez pas le faire, bien sûr, à l'état sous hypnose. Voilà. Donc c'est pourquoi je veux faire cette précision importante. N'ayez pas peur de l'hypnose, parce que quand vous allez voir un pratiquant, un thérapeute ou un psy ou ce que vous voulez, qui pratique l'hypnose, vous vous en remettez à lui avec confiance, et donc vous devez lâcher prise. Si vous ne lâchez pas prise, évidemment, votre hypnose ne va pas bien fonctionner. Et surtout, il faut que vous lâchiez prise dans le sens du consentement. Il faut que vous acceptiez la suggestion. C'est le principe le même que vous adoptez lorsque vous allez voir votre médecin, il va vous faire une prescription, eh bien, vous avez confiance, sinon vous n'allez pas voir le médecin. Si vous prenez les médicaments, vous les achetez mais que vous ne les prenez pas, ça ne sert à rien non plus. C'est un petit peu le même principe avec l'hypnose. L'idée du consentement, c'est que vous acceptez ce qu'on va vous proposer en termes de suggestion. Bien sûr, un bon praticien va tout vous expliquer, va vous dire comment ça va se passer, etc., etc. Vous n'allez pas non plus tomber dans les pommes, sans savoir ce que l'autre va faire pendant que vous êtes dans les vapes. Bon, ça c'est un peu cliché, mais ça ne se passe pas du tout comme ça, en tout cas dans la profession. Maintenant, il est vrai que Mesmer a eu beaucoup de succès avec ses spectacles. Bon, c'est comme ça. Mais il faut que vous sachiez qu'avant ces spectacles, il passe au filtre et au tri beaucoup de personnes pour tester celle qui va subjuguer le plus facilement, parce qu'évidemment, il y a des différences de sensibilité, ce qui fait que oui, il va arriver à faire des trucs marrants avec des gens parce que ils sont bien préparés et qu'ils sont surtout très sensibles. Alors, l'hypnose, ce n'est pas une thérapie. Il faut être absolument clair là-dessus. L'hypnose est un outil à utiliser dans le cadre d'une thérapie. Et c'est complètement différent. Des gens qui verront cette conférence plus tard, ou des confrères, peut-être hurleront, parce que bon, moi je suis un peu rebelle par rapport à un certain establishment au niveau de l'hypnose, parce que je suis des fois extrêmement agacé d'entendre des choses qui sont mais alors totalement fausses, et qui induisent en plus les gens en erreur. Un hypnothérapeute, c'est avant tout un thérapeute qui pratique l'hypnose. Il faut être clair. C'est-à-dire qu'il connaît l'hypnose, mais il connaît les thérapies aussi. Parce que l'outil ne fait pas le thérapeute. Si je vous apprends à vous servir d'un scalpel, vous ne serez pas forcément un chirurgien, vous voyez. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Un bon praticien, c'est quelqu'un qui a fait des études en psy et qui sait de quoi il parle. Parce que si vous ouvrez les portes de l'inconscient, mais que vous ne savez pas quoi y faire, que vous allez mettre le bordel, eh bien, la personne va être plus mal après qu'avant. Donc, il faut faire très attention quand on utilise des outils. Et donc, ce n'est pas une thérapie, elle s'inscrit dans le cadre d'une thérapie pour venir justement être utilisée au bon moment et dans le cadre juste du problème. Alors, elle ne remplace pas les setups ni le risk management, j'en ai parlé. Vous passez par la case hypnose pour des raisons différentes. Vous passez dans la case hypnose pour obtenir autre chose, mais sûrement pas l'aspect technique qui, lui, doit être travaillé par ailleurs, séparément. Alors, on va aborder maintenant l'inverse. Qu'est-ce que l'hypnose ? Alors, c'est un état naturel. C'est-à-dire que notre métabolisme, nous sommes conçus d'une certaine manière pour avoir des états protecteurs, des états qui nous mettent dans des états de conscience dites modifiés pour différentes raisons. Je dis protecteurs parce que des fois, il y a des gens qui sont ce qu'on appelle en état de choc ou qui déconnectent parce qu'ils ont beaucoup de pression. Vous connaissez tous l'état de rêverie, vous planez un petit peu, vous êtes là, on dit être dans la lune, c'est un état assez caractéristique. Eh bien, c'est déjà le début d'un état hypnoïde, ce qu'on appelle. Donc, nous dirons, nous, dans notre milieu, que c'est un état de conscience modifié. Nous avons, parce qu'on a tenté de cartographier la psyché humaine,
Euh, on l'a C'est Freud qui a commencé avec ce qu'on appelait les topiques de Freud. La première topique avait cartographié l'esprit en trois parties, qui sont le conscient, le préconscient et l'inconscient. Il a proposé plus tard une autre topique où on avait, si vous connaissez, le ça, le moi et le surmoi. Et donc, il a remarqué qu'il y avait des interactions entre ces composantes. Et donc, quelque part, l'hypnose vient un peu s'inscrire dans l'interaction justement de ces différents niveaux de conscience qui permet d'accéder à des informations ou d'aller modifier des métacomportements qui, justement, vont induire des effets à l'état de veille. Et parfois même comprendre pourquoi vous les avez. Dans certains cas, on va même accéder à de vieilles mémoires, comme par exemple dans l'hypnose régressive, où vous allez remonter en âge pour peut-être revivre une scène ou pour déterminer quelque chose qui est impossible à déterminer autrement. Elle est accessible à tous. Comme je le disais tout à l'heure, tout le monde peut faire de l'hypnose, et encore plus de l'auto-hypnose. C'est même, je dirais, une gymnastique très saine. J'ai formé pas mal de gens en auto-hypnose et ils sont tous très heureux d'avoir cet outil à leur disposition. Une fois qu'on le maîtrise, on peut le décliner à volonté. C'est pas juste pour une situation. Alors il faut apprendre un petit peu à les scripter, mais une fois que vous avez compris, ça va tout seul. Et il s'agit d'un état de syntonisation particulière, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez accès à des choses auxquelles vous n'avez pas accès à l'état de veille. À l'état de veille, vous avez le conscient qui domine. Et ce conscient est truffé de règles, d'écrans, d'a priori, sans faire de mauvais jeu de mots avec notre ami Arnaud. Chaque fois qu'on emploie le mot, on pense à lui, désolé. Donc on est constamment avec l'esprit critique, c'est le conscient. Et c'est bien qu'il soit là, parce que ce serait problématique de ne pas avoir cet esprit critique qui vient, comment dirais-je, nous dire à un moment donné, n'avale pas ça, c'est des couleuvres, quoi. Voilà. Lorsque vous n'avez pas d'esprit critique, vous prenez tout cash, ce qu'on vous donne, et vous êtes en danger. C'est pour ça qu'un enfant est plus vulnérable, parce que son esprit critique n'est pas complètement formaté. Il n'a pas les garde-fous que nous avons, nous, avec notre expérience d'adulte, et le recul nécessaire. Donc ce conscient a un rôle bien précis, c'est de jouer le rôle de garde-fou. Mais le problème, c'est que quand on a certaines préoccupations, le conscient va nous gêner pour les résoudre, parce qu'on est obligé d'accéder à ce qu'il y a derrière, et c'est là que l'hypnose nous permettra de le faire, puisqu'au moment où le sujet est en état d'hypnose, eh bien, il pourra accéder à certaines informations supplémentaires, et il pourra modifier certains comportements. Alors, elle nous permet donc, alors là ce sont des généralités, exploiter ses propres ressources au maximum. Si vous faites une hypnose pour courir vite, par exemple, je prends un exemple un petit peu terre à terre, grâce à l'hypnose, vous courrez vraisemblablement au maximum de votre potentiel. Ça veut dire que si vous ne pratiquez pas l'hypnose, peut-être que vous courrez à 2/3 de votre potentiel. Là, je parle d'un effort physique, mais j'aurais pu parler d'un effort intellectuel, pour mémoriser des choses, par exemple, ou pour toute autre chose. Exploiter au maximum ses ressources, ça veut dire que ce que vous, en tant qu'être humain, êtes capable de faire en valeur absolue, l'hypnose vous permet d'être au maximum, au nominal, chaque fois que nécessaire. Voilà. Souvent, on est un petit peu freiné par des considérations de tension, de circonstances, de responsabilité ou de conséquences même. Donc, au moins là, nous avons toutes nos ressources. Accéder à son inconscient, ça je crois que je m'en suis déjà bien expliqué. Renforcer sa volonté si en phase avec ses convictions, parce qu'on a souvent tendance à confondre volonté et conviction. La conviction, c'est vraiment la croyance, c'est les schémas que vous avez adoptés dans votre expérience et dans votre vie.
Et renforce sa volonté, ça par contre c'est la force. C'est un petit peu comme le moteur dans la voiture, alors que la conviction c'est là où vous devez aller. Donc vous ne pouvez pas avoir juste de la volonté, ni que de la conviction. Vous êtes obligé d'avoir les deux. Ça me rappelle toujours que quand j'aide les gens à arrêter de fumer, ils me disent je ne peux pas parce que j'ai pas de volonté. Rien n'est plus faux, ce n'est pas une question de volonté, c'est d'abord une question de conviction. La volonté sera là juste pour la petite pichenette à la fin, pour juste mettre la balle au fond, hein, comme on dit. Donc c'est souvent quelque chose qui n'est pas très bien compris, la différence entre les deux. Agir à des niveaux insoupçonnés de son métabolisme et de ses processus internes, ça c'est extraordinaire parce qu'il y a beaucoup d'études qui confirment qu'on est capable de faire des choses étonnantes. À la base, on savait que les yogis pouvaient ralentir leur rythme cardiaque, résister à des températures plus extrêmes, grâce justement à un conditionnement mental. Donc on voit bien qu'on est capable, grâce à des techniques comme l'hypnoanalgésie ou l'hypnosédation, qui permettent de diminuer la sensibilité des terminaisons nerveuses pour faire face par exemple à la douleur ou des choses comme ça. Ce qui veut dire qu'il y a bien une interaction possible avec certains processus. Et il y a des recherches qui ont été faites pour, par exemple, les diabétiques, savoir de réduire leur niveau de besoin d'insuline, etc., etc. Le bruxisme, les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, les tics. Dans des domaines plus intimes, les pannes qu'on peut avoir, etc. Enfin, il y a pléthore applications donc, qui sont liées au métabolisme et au processus. Alors, pour le trader, maintenant nous avons un petit peu fait le tour des bases. En quoi est-ce que cela peut bien nous concerner? Alors, j'ai relevé 3 éléments majeurs au fil de mon expérience, qui sont ceux qui reviennent le plus souvent. Je parle d'éléments majeurs, on va dire, certains se déclinent en de très nombreux éléments secondaires, mais on va dire qu'on a à peu près tout ce dont on a besoin ici. La résolution des conflits internes. C'est le gros morceau qui vous empoisonne tous la vie. Franchement, quand on décortique ces conflits, on se rend compte que, beaucoup de choses découlent de ce problème-là. Et je voudrais vous dire qu'avec l'hypnose, on ne peut pas tout résoudre en matière de conflits internes. Autant être clair tout de suite. Certains conflits internes vont nécessiter un travail avec un vrai professionnel de la psy, parce que il faut aller beaucoup plus loin. Donc, des comportements sont calqués parfois sur notre enfance, sur le milieu dans lequel on évolue, sur notre état actuel peut-être de tension, de déception, de frustration. Il peut y avoir quantité de raisons pour lesquelles on est en prise à des conflits internes. Il y en a certains qu'on peut aisément résoudre avec l'hypnose. Il y en a d'autres qui vont nécessiter un peu de travail, et il y en a certains autres, par contre, qui vont nécessiter une vraie thérapie. Alors, la ressource, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. La ressource, c'est tout ce que vous pouvez espérer de vous-même, mais que vous possédez déjà. Autrement dit, votre vitalité, votre mémoire, votre opiniâtreté, mais aussi votre forme physique, tout court, je veux dire votre énergie. Donc, votre aptitude aussi à maintenir une certaine concentration, tout ça, c'est de la ressource. Donc, l'hypnose, pour le trader, c'est mobiliser les ressources quand vous êtes dans des moments critiques ou quand vous êtes dans des moments moins critiques, mais vous êtes toujours à 100%. Voilà. C'est important de savoir qu'on peut disposer de ces ressources. Et faire des états séparateurs, alors les états séparateurs, c'est quelque chose d'assez fréquent, je le constate dans le live, les gens ne font pas d'états séparateurs ou très peu. Il y a des moments où il faut dire, bon voilà, je vais me reset,
Voilà, j'ai tradé pendant 2 heures, 3 heures, j'étais à fond, surtout les scalpers, et les gens ne font pas de reset. Résultat des courses, eh bien, à un moment donné, il commence à s'insérer une sorte de confusion. Notre jugement commence à s'altérer de manière assez significative. Il y a des études très claires là-dessus, hein, pas que dans le trading. Et si on ne fait pas d'état séparateur, qu'on ne fait pas de break avec, on va dire, un ressourcement suivi d'un, d'une réinitialisation de notre esprit, hein, quelque part, pour repartir sur des bases saines, eh bien, on court des risques. Voilà. Je sais qu'il y en a qui traitent toute la journée non-stop, qui sont à fond. Euh, Moi, je les encourage à essayer de faire des états séparateurs, parce que c'est un bienfait important. Et l'hypnose va beaucoup vous aider pour ça. Voilà. J'ai eu des fois des patients à qui j'ai appris à faire des états séparateurs. Euh, Ils étaient capables de les faire en 30 secondes. Hein. Donc, pas besoin des fois de partir très très loin. Hein. On peut faire des états séparateurs extrêmement courts. Et idéalement, on en fera un petit peu plus longs. Voilà. Parce que ça nous permet vraiment de revenir devant l'écran pour trader avec cette réinitialisation complète de l'esprit, du corps, quelques exercices d'oxygénation, etc., par la respiration. Il y a des choses très simples à faire qui permettent vraiment d'augmenter significativement votre progrès, parce que vous devez prendre soin de vous. Hein. C'est vous l'outil. Et c'est un outil que vous devez soigner. Voilà, si vous voulez qu'il dure longtemps, hein, c'est comme toute chose dans la vraie vie, vous devez faire attention à vous. Évidemment, après, on pourra déborder sur des domaines annexes, comment faire encore plus attention à vous. Voilà, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas coach sportif, mais vous avez bien compris le sens de mon propos, je pense. C'est que faire un bon trader, c'est aussi quelqu'un qui sait prendre soin de lui-même et qui maintient quand même sa forme physique. C'est important d'avoir l'esprit clair. Une tête bien faite dans une tête bien pleine, je crois que c'est important, autant que possible, hein, bien entendu. Un esprit sain dans un corps sain, absolument, Myriam, je te remercie pour ça. Je réponds aussi à Olive26, comment savoir si on a besoin d'une thérapie pour notre trading. Eh ben, vous avez pu remarquer que dans le canal Psy Salon, il y a des gens qui exposent leurs problèmes, nous nous efforçons d'y répondre. Et donc là, quand je réponds, en tout cas, je dis, voilà, on a besoin d'aller un petit peu plus loin. Je ne le fais pas en public, hein, parce que des fois, ça touche des domaines qui sont privés. Mais il faut d'abord comprendre, écouter la nature de la préoccupation. Voilà. À partir de là, on va évaluer, et dans certains cas, on va recommander un travail en profondeur ou pas. Voilà, ça dépend. Moi, je fais des recommandations avec grand plaisir à ce niveau-là. Bon, il y a des gens des fois qui me sollicitent pour aller plus loin. Sinon, évidemment, dans ma pratique professionnelle, là où j'exerce, j'en ai tous les jours, hein, des personnes qui viennent exposer des problèmes, et des fois, je leur dis que ça ne relève pas d'une thérapie, que des fois, ce sont juste des questions de bon sens, hein, parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Hein. Des fois, on peut avoir besoin juste d'une petite leçon pour entendre certaines vérités, et ça n'a rien à voir avec la thérapie. Hein. Alors que d'autres fois, il vaut mieux y avoir recours parce qu'on augmente considérablement nos chances de nous défaire de certains problèmes. Alors, les conflits internes, comme je le disais, sont ceux qui vont le plus vous empoisonner l'existence. Et j'en ai cité quelques-uns pour qu'on comprenne bien vraiment ce que ça veut dire. Beaucoup vont se reconnaître, hein, parce que c'est, comme je l'ai dit, vraiment le pain et le beurre des problèmes. La plupart d'entre nous sommes sujets à cela. Je dis la plupart, mais je pourrais dire tout le monde. Si on veut faire une toute petite parenthèse en matière de psychologie, sachez que on vient au monde avec des conflits internes. Donc, les conflits internes viennent d'un conflit majeur entre ce qu'on appelle le plaisir et le principe de réalité. Voilà. C'est ce qui fait que vous avez du plaisir à faire certaines choses, mais que parfois vous êtes obligé d'affronter certaines réalités pour pouvoir les obtenir. Voilà. Toute notre vie, on accumule cela.
que ce soit dans le domaine, ne serait-ce que du travail, le domaine du couple, le domaine de la famille. Vous êtes toujours confronté entre ce que vous aimeriez avoir ou faire et la réalité qui va vous rattraper parce que nous vivons dans un monde de matière dans lequel nous avons des contraintes. Voilà. Et ces contraintes, plus vous prenez de l'âge, enfin plus vous devenez adulte, quand vous êtes un enfant, elles sont présentes mais moindres, mais quand par contre vous êtes adulte, ces contraintes sont beaucoup plus importantes et vous devez les gérer au quotidien. Donc vous êtes tiraillé sans arrêt entre les deux. Alors bon, je vais pas aller plus loin dans plaisir versus réalité, parce que ça pourrait être une conf à part entière, hein, on pourrait développer ça de manière très significative. Le cœur versus la raison, ben oui, parce que des fois, vous avez envie d'une chose, mais vous savez que c'est pas bon pour vous. Alors vous dites oui, mais voilà, je vais m'accorder ce petit plaisir. Et on est dans un conflit interne. Voilà. Je prenais l'exemple tout à l'heure du fumeur. C'est pareil. Le fumeur, il y a la raison où il sait que c'est pas bon pour la santé, mais il va fumer quand même parce qu'il veut s'accorder ce petit plaisir. Donc il est dans un conflit interne. C'est un piège aussi de considérer qu'il suffit d'éliminer un des deux protagonistes du conflit pour résoudre le conflit. Rien n'est plus faux. Il faut éliminer les deux dans l'opposition qu'ils représentent. Alors c'est peut-être pas très clair, mais en d'autres termes, si quelqu'un qui fume, vous lui dites que la raison doit l'emporter, vous lui rendez pas forcément service, parce que si vous lui démontrez qu'il y a des gens qui ont fumé jusqu'à la fin de leur vie sans jamais avoir le moindre problème, ils vont dire que la raison n'est pas forcément justifiée, donc le truc va s'écrouler, ça va pas fonctionner. Par contre, si vous lui dites « je vais te donner le choix », et grâce à ce choix, la force de choisir entre l'un et l'autre, eh bien, c'est une résolution efficace, parce que la personne, reprenant le pouvoir sur elle-même, ne va plus être dans le conflit, et donc va pouvoir prendre les décisions qui lui conviennent, c'est-à-dire arrêter de fumer ou continuer de fumer. Mais en général, les gens qui entreprennent ce genre de démarche veulent arrêter. Donc on redonne le pouvoir de décider qui doit avoir la prédominance dans le conflit, et finalement le conflit n'a plus de raison d'être, parce que finalement l'évidence s'installe. Donc vous voyez, c'est un peu technique, mais la réalité c'est que les conflits internes, pour être résolus, il faut une vraie stratégie, quoi. C'est pour ça que je disais que l'hypnose ne peut pas tous les résoudre. Alors respect des règles vis-à-vis versus le non-respect, ça vous l'avez tous les jours en trading. Vous avez une position, vous voyez que le marché se retourne, vous êtes là en train de dire est-ce que je dois bouger mon stop, et vous bougez votre stop. Alors vous savez que vous ne devez pas bouger votre stop. Vous êtes par exemple dit que vous ne pouvez pas perdre plus de 100 dollars sur un trade, mais vous êtes à 99, mais vous dites oui, mais il y a une limite un peu plus bas, peut-être je devrais attendre, pousser mon stop. Vous êtes constamment en train d'essayer de contourner des propres règles. C'est très difficile, au début surtout, de dire, voilà, on est comme des machines, hein, on parlait des bots ce matin. L'avantage des bots, c'est que vous n'avez pas ce problème de conflit interne. C'est le bot qui travaille, donc il respectera toujours les règles que vous lui avez indiquées. Contrôle versus lâcher prise. Alors ça, c'est l'arcane majeur, hein, parce qu'il y a des moments où on a besoin de contrôle, mais il y a des moments où on a besoin de lâcher prise. Donc ça, il faut bien en prendre conscience, et il faut savoir maîtriser les deux. Mais en réalité, les deux sont très liés, parce qu'il y a toujours une part de contrôle dans le lâcher prise et une part de lâcher prise dans le contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend qu'il y a une interconnexion, mais qui doit être harmonieuse, hein. C'est un peu comme le yin et le yang. On a une trace toujours de l'opposé dans le maximum de l'autre. Et lorsqu'on arrive à maîtriser ces aspects-là, eh bien, on est beaucoup plus efficace dans ce qu'on entreprend, et on résiste surtout beaucoup mieux à la pression. Alors, j'ai évoqué déjà la ressource, j'en ai cité quelques-unes. Sur ce slide, j'en cite d'autres. Concentration, vigilance, acuité et énergie. Voilà.
La concentration, c'est vraiment la mobilisation, le focus. La vigilance, c'est que vous êtes capable véritablement d'être réactif, hein. L'acuité, c'est que vous pouvez voir et interpréter très très bien tout ce que vous avez en temps réel. Et l'énergie, ben, vous en avez besoin pour fonctionner. Sans énergie, ça ne marche pas. Si vous êtes complètement crevé, fatigué, après une journée de travail et que le soir vous rentrez chez vous, vous mettez à trader, l'énergie, ça peut être un problème. Et nous avons parlé des états séparateurs, donc un reset. Le reset permet donc d'obtenir ce fameux lâcher-prise, hein, c'est celui où vous allez vous libérer de la modalité dans laquelle vous étiez pour pouvoir vous réinitialiser. On fait retomber les tensions, on crée un état de dissociation, on parlera peut-être beaucoup de la dissociation. C'est une arme redoutable quand on la maîtrise, hein. Un état dissocié, c'est une manière de s'extérioriser de soi-même, et on le fait beaucoup en hypnose pour justement diminuer une douleur, par exemple, ou diminuer un élément qui nous fait peur, qu'on ne veut pas affronter. On travaille beaucoup en dissociation, par exemple, pour les phobies, hein, parce que la phobie, parfois, selon son origine, peut nécessiter que on ait besoin d'abord de voir la chose de l'extérieur pour pouvoir mieux la regarder en face et s'y habituer. Voilà, ça c'est déjà quelque chose qui se situe dans ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, où on va faire des désensibilisations progressives en état dissocié. Faire descendre ses peurs, parce que la peur gouverne souvent notre trade, nos trading, parce que la peur intervient à de très nombreux moments du processus du trading, et alors elle a des avantages incontestables, hein, ça nous permet de rester vigilants, mais parfois elle est encombrante, cette peur. Elle est tellement encombrante qu'elle nous paralyse ou qu'elle fausse notre jugement. Donc l'hypnose nous permet notamment de gérer cette peur de façon extrêmement significative. Alors, on va maintenant voir comment on met en œuvre tout ça. Je vais vous proposer un exercice pratique. Ça tombe bien, il est 47. Le temps que ça nous prend, je pense, va être à peu près une petite demi-heure, un peu moins peut-être, et puis on pourra débriefer avec les questions-réponses si vous en avez. Ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre le schéma général. Ce que vous allez voir maintenant, c'est quelque chose d'universel. C'est-à-dire que vous pouvez vous l'appliquer pour le restant de vos jours sans aucun problème. C'est un schéma ultra classique, donc qui peut être modulé, interprété en fonction de vos besoins. Alors les remarques préliminaires, j'en ai déjà assez longuement parlé. Ces remarques préliminaires, c'est, comment dirais-je, le fait de l'inscrire dans une thérapie. Et donc, l'inscrire dans une thérapie, autrement dit, vous avez accès à d'autres outils dans la thérapie. Il n'y a pas que l'hypnose, mais parfois, c'est judicieux de la mettre dans un contexte thérapeutique. On a évoqué le fait que l'hypnose ne résout pas tout, que ce n'était pas une thérapie en soi, et que certains, évidemment, problèmes peuvent facilement être résolus avec l'hypnose, mais pas tous. Je pense que j'ai été assez dans le détail à ce niveau. Alors, l'hypnose doit d'abord répondre à une règle importante qui est souvent négligée, même par les praticiens, je dois le dire. Quand la volonté s'oppose à la conviction l'emporte toujours. C'est-à-dire qu'en fait, le but de l'hypnose, c'est d'implémenter une suggestion. Une suggestion qui va être un commandement que vous allez donner à votre esprit. Si vous ne pensez pas que ce commandement est fait pour vous, ou s'il contredit un de vos conflits, l'hypnose ne fonctionnera pas. Donc, c'est à l'état de veille qu'on va travailler sur la conviction. J'ai repris tout à l'heure l'exemple du fumeur. Si la personne pense que fumer une cigarette le calme, il fait un amalgame.
parce que fumer la cigarette ne calme personne. C'est une erreur de le penser. Ce qui calme, c'est que comme vous êtes sous l'emprise d'une substance addictive, vous avez un état de manque. Et que dès lors que vous fumez une cigarette, vous comblez le manque. Et combler un manque engendre toujours du plaisir. Donc, vous allez croire que la cigarette vous calme, mais en réalité, c'est parce que vous étiez en manque de la cigarette précédente. Et donc, vous avez l'impression que la cigarette vous calme, mais en réalité, vous vous remettez en situation de manque ultérieure, puisque vous avez refumé, vous avez réintroduit de la substance, donc vous allez bientôt vous retrouver à nouveau à l'état de manque. Donc vous allez vous trouver en état de nervosité, et évidemment que la cigarette va vous calmer parce que vous comblerez le manque. Si donc vous cassez cette conviction en expliquant ce processus, la volonté n'aura que peu d'efforts à faire pour s'imposer, vous voyez ? C'est un exemple assez caractéristique. C'est pourquoi on doit toujours travailler les convictions au préalable avant de travailler l'hypnose et la volonté. Voilà. Et j'indique ici que parfois, la règle a moins d'importance, c'est vrai, parce que parfois, ce n'est pas tout à fait un problème de conviction. Ça peut être des fois un problème d'automatisme, un problème qui relève plutôt du comportemental et donc n'a pas besoin forcément de rentrer dans un problème de conviction. Alors, pour la mise en œuvre, toutes les hypnoses fonctionnent de la même manière, sans exception. Il y a d'abord l'induction, c'est vraiment la subjugation, c'est-à-dire qu'au moment de l'induction, vous effectuez une manœuvre, ce qu'on appelle. Cette manœuvre, elle peut être mécanique, elle peut être verbale, peu importe, mais en général, elle est plutôt mécanique pour être efficace. Parfois, elle est les deux à la fois, verbale et mécanique. Elle peut même être magnétique, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a des techniques très élaborées. Quel est le but de l'induction ? C'est de vous mettre en transe. Voilà. Mais la transe, après l'induction, est légère en général, elle n'est pas forte. Et donc, il y a de très nombreuses inductions de types différents, parce que depuis presque 2 siècles, on a inventé toutes sortes d'inductions. Et ces inductions vont avoir des efficacités plus ou moins différentes en fonction des individus. C'est pour ça qu'en général, on va faire de sorte de bien connaître son patient avant de faire la moindre induction. Ensuite, on va approfondir, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a amorcé l'induction, il faut un moyen de l'approfondir pour que la personne descende dans des niveaux inférieurs de l'hypnose, parce que l'hypnose, ce sont de nombreux niveaux de profondeur de transe, en général dans le domaine thérapeutique. Si on considère que 10 niveaux de transe sont assez classiques, je dirais que avec la thérapie, on descend rarement dessous de niveau 5, c'est-à-dire de la moitié de ce qu'on peut réellement faire, parce qu'on n'en a pas besoin. Moi, c'est très rare, par exemple, que mes patients perdent conscience pendant une hypnose. En général, ils sont toujours conscients de ce qui se passe autour d'eux, et j'y mets d'ailleurs un point d'honneur, ça évite beaucoup de problèmes. Donc on approfondit, et lorsque le terrain est prêt, favorable, on fait la suggestion. On va implémenter la suggestion par un ordre, une instruction, une métaphore. Il y a de très nombreuses façons d'intégrer une suggestion. Et là, évidemment, il y a toute une grammaire. Vous allez comprendre tout à l'heure avec notre exemple, qui est une métaphore visuelle, et cette métaphore va servir de suggestion. Mais vous auriez très bien pu avoir une simple phrase, et puis les suggestions peuvent être actuelles, et elles peuvent être aussi post-hypnotiques, c'est-à-dire qu'elles vont se déclencher que bien plus tard. Lorsqu'un événement va se produire, vous avez programmé l'exécution d'une suggestion. Parce qu'on peut être programmé de cette manière. Lorsque vous serez soumis à une lumière jaune clignotante, vous ressentirez l'envie de vous éclater de rire. Je donne un exemple bateau, mais c'est pour vous faire comprendre le principe, c'est que la personne après va oublier cette suggestion, mais le jour où elle va être soumise à cette lumière, elle va exécuter une action qui a été préprogrammée, et ça dépend de la profondeur bien sûr de l'hypnose. Cette suggestion peut rester active un certain temps. Parfois quelques heures, et parfois quelques jours, et parfois bien plus. Ça dépend qui l'a implémenté et à quelle profondeur. Une fois qu'on a fait le travail, on a le retour, parce qu'il faut bien qu'on revienne à l'état de veille.
et l'état de veille, eh bien, vous devez apprendre une chose importante, c'est que si vous ne faites rien, vous revenez toujours à l'état de veille. Ne croyez pas que si on vous laisse comme ça, en état d'hypnose, vous allez rester vitam aeternam, hein, pas du tout. Il y a des techniques, alors on peut soit programmer le retour, de la même manière qu'on programme une suggestion, mais si on vous laisse la poser sur un canapé en état d'hypnose, au bout d'un moment, vous allez vous réveiller. Voilà, le travail se fait tout seul. Donc ça, c'est une chose, vous ne devez pas en avoir peur du tout. Alors ces 4 phases, on les intègre dans une approche assez standard. Mais avant, je voudrais bien expliquer la différence entre hypnose et auto-hypnose. En réalité, il n'y en a pas. Voilà. Vous pouvez peut-être vous poser la question de savoir si vraiment il y a une différence, mais il n'y en a pas. C'est-à-dire que toute hypnose est une auto-hypnose parce que on n'accepte jamais une suggestion qu'on ne ferait pas à l'état de veille. Donc c'est comme si on se la donnait à soi-même. Ce qui veut dire qu'une hypnose est forcément une auto-hypnose. Puisque vous la recevez, vous vous l'appropriez et vous la faites, si on décortique le mécanisme. Donc les règles sont exactement les mêmes. Quand on parle d'auto-hypnose, on parle d'hypnose et vice-versa. Voilà. La différence, bien sûr, elle est plus pratique dans le sens qu'une auto-hypnose, vous êtes tout seul et que vous travaillez tout seul. Ou vous travaillez en écoutant un support dans lequel sont enregistrées des choses pour lesquelles, bien sûr, qui vont vous guider au cours du processus. Alors, voilà un script typique, c'est-à-dire une structure typique d'une séance d'auto-hypnose. Vous avez une partie qui est ce qu'on appelle le tronc commun préparatoire, hein, avec décontraction du corps, rythme respiratoire et relâchement mental. Ça, c'est le socle sur lequel vont se construire toutes les auto-hypnoses que vous ferez. Vous devez passer par cette phase-là, ce que j'appelle ce tronc commun préparatoire. Et cette phase est cruciale parce qu'elle prépare votre esprit et votre corps à faire de l'hypnose, justement. Il faut que vous sachiez que j'ai beaucoup travaillé sur ma propre méthode. Vous ne trouverez pas forcément l'information de cette façon si vous cherchez des choses sur l'auto-hypnose. Je l'ai élaborée aussi par mon expérience, mais aussi par des lectures, par des gens qui ont vécu il y a plus d'un siècle et demi. Je parlais avec quelqu'un ce matin. Typiquement, certaines de ces méthodes sont issues de gens qui pratiquaient l'hypnose au début du XXe. Aujourd'hui, on n'apprend plus ces choses-là dans les écoles d'hypnose, pas de cette manière-là en tout cas. Et quelquefois, on a tendance à oublier que, voilà, on peut mettre toutes les chances de son côté. Il y a aussi d'autres notions que je ne vais pas évoquer aujourd'hui parce que le temps nous manquerait. Mais il y a souvent des carences assez considérables dans l'hypnose moderne parce qu'on oublie des principes qui étaient à l'époque très efficaces et qu'on a laissés de côté pour des raisons pratiques ou écologiques, parce que ça peut mieux fonctionner dans un hôpital, à l'instar d'un cabinet par exemple. Donc décontraction du corps, rythme respiratoire, relâchement mental. Décontraction du corps, ça demande simplement un focus de de chaque partie de votre corps. On va le faire ensemble, vous allez voir, c'est très intéressant. Où vous allez penser à chaque partie de votre corps de façon progressive. On va remonter des pieds jusqu'à la tête en décontractant à chaque fois tous les éléments que l'on va traverser. On va ensuite altérer la façon dont nous respirons d'une manière extrêmement simple. On va imiter la respiration du sommeil. Imiter la respiration du sommeil, ça veut dire que vous allez faire la même chose que lorsque vous dormez. J'ai coutume de dire qu'on est tous dans les 3-8. Par exemple, quelqu'un qui, d'une certaine façon, a 60 ans, comme moi, par exemple, j'ai oublié de dire mon âge, c'est pas grave, eh bien, je peux dire que j'ai dormi environ 20 ans de ma vie. Un tiers. Un tiers de ma vie, j'ai dormi, un tiers de ma vie, j'ai travaillé, un tiers de ma vie, je n'ai ni dormi ni travaillé, j'étais un petit peu entre les deux. Donc, si vous avez fait quelque chose comme moi pendant 20 ans, j'ose espérer que vous sauriez très facilement vous remettre dans l'état dans lequel vous êtes, dans cette phase-là. Autrement dit, faire semblant de dormir est une clé très importante pour trouver l'état d'hypnose correct.
Et le relâchement mental, c'est un scénario que vous aurez choisi, qui en principe pour vous est une source d'apaisement. Par exemple, vous trouvez, je sais pas, dans une plaine avec une petite ferme, en forêt, au bord de l'eau, enfin ce que vous voulez. Et donc, quelque part, eh bien, le problème est que il y a souvent une difficulté à trouver la bonne façon d'aborder la chose. Et donc, on construit des scénarios personnalisés pour permettre aux personnes de trouver euh, leur meilleur scénario d'apaisement pour mettre l'ensemble de l'organisme dans un état qui soit absolument au maximum propice à la séance d'auto-hypnose. Alors, une fois qu'on a préparé le corps et l'esprit, on passe à la phase d'hypnose proprement dite, et là, on a un scénario qui va être différent en fonction des objectifs que l'on poursuit. Le scénario que l'on poursuit, selon ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que vous cherchez à résoudre comme problème? Est-ce que vous cherchez à résoudre un conflit? Est-ce que vous cherchez un ressourcement? Est-ce que vous cherchez au contraire à créer un état séparateur? J'ai donc eu envie de vous proposer un scénario de ressourcement parce qu'il est assez facile à mettre en œuvre. Nous allons ensemble assez rapidement, parce que du coup on a beaucoup moins de temps, faire l'ensemble de la procédure et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Donc ici, il s'agit d'un scénario de ressourcement que vous pourrez relire lorsque vous verrez le replay, hein. Et donc, ce scénario va vous proposer, une fois que vous serez préparé, de vous retrouver dans un lieu dans lequel symboliquement, vous pouvez eh bien, vous ressourcer dans un bassin dans lequel vous allez vous immerger. Et ce liquide va être une sorte de source de renforcement et de récupération de son énergie et de ses ressources. Voilà. Alors, si vous voulez vous prêter à l'expérience, ce que je vous propose de faire, c'est de vous asseoir confortablement dans le fauteuil, ou sur votre canapé, où vous voudrez, du moment que vous êtes dans une situation de détente maximale. Ce que vous devez trouver, c'est une posture où vous n'avez pas de contrainte musculaire. C'est-à-dire que si vous relâchez tout, vous devez ne pas tomber, en gros, hein. Vous êtes dans une certaine posture équilibrée. Alors, comme on est dans un moment un petit peu particulier, je vous demanderai d'éviter d'envoyer des messages sur le chat pendant que nous faisons cette expérience. Donc, vous êtes confortablement installé. Vous pouvez simplement prendre conscience déjà de vos pieds et nous allons lentement décontracter l'ensemble du corps. Je vous préviens d'avance que j'irai beaucoup plus vite que la normale parce que le temps va nous manquer, donc si vous n'y arrivez pas totalement, ce n'est pas grave. Vous pensez à vos pieds, à vos talons, vous décontractez vos pieds, vous matérialisez dans votre esprit le contact avec la surface sur laquelle vous reposez, la plante des pieds si vous êtes assis, ou les talons si vous êtes allongé. Vous imaginez que cela fusionne avec le sol ou avec le lit ou le canapé. Vous remontez, toujours les yeux fermés, vous faites un focus sur vos mollets et vous les imaginez se décontracter complètement jusqu'à ne plus les sentir. Vous remontez jusqu'à vos genoux, vous les conscientisez, ces genoux. Vous les relâchez afin qu'il n'ait plus de tension. Vous remontez le long de vos cuisses, vous relâchez les muscles des cuisses, vous imaginez une détente complète de ces muscles. Vous êtes peut-être assis sur une chaise, auquel cas vous pouvez imaginer qu'il fusionne avec votre fauteuil. Vous remontez le long des muscles fessiers, vous relâchez le bassin et ses muscles. De la même façon, vous imaginez la fusion, ce avec quoi il repose, votre fauteuil ou votre lit peut-être, ou votre canapé. Vous relâchez les muscles de la sangle abdominale.
Vous ne devriez même plus sentir vos jambes à ce stade. Vous relâchez les muscles pectoraux, les muscles du dos. Vous sentez également la fusion, ce sur quoi votre dos repose, comme si vous ne faisiez partie de votre fauteuil ou que vous faisiez partie de votre canapé. Vous relâchez vos épaules et vous laissez vos bras se détendre. Vos bras reposent tranquillement le long du corps ou sur vos cuisses. Il n'y a plus aucune énergie qui circule, vos bras pendouillent comme s'ils étaient simplement accrochés. Vous n'avez aucune tension musculaire dans vos bras. Vous les laissez se relâcher. Vous relâchez également les muscles du cou, de sorte que votre tête soit en appui ou bien en équilibre. Peut-être il y aura une tension résiduelle dans le cou, ce n'est pas grave. Relâchez maintenant les muscles du visage, votre mâchoire, votre front. Très bien. Maintenant, vous pouvez commencer à respirer comme si vous étiez en train de faire semblant de dormir. Vous pouvez imaginer que vous êtes dans un profond sommeil, dans un lieu dans lequel vous avez l'habitude de dormir ou bien confortablement installé là où vous êtes. À présent, nous allons ensemble imaginer un lieu qui vous fait plaisir, où vous avez envie d'être. Représentez-vous un endroit que vous avez aimé, que vous avez apprécié, où vous aimeriez retourner. Ça peut être un endroit que vous avez déjà effectivement visité ou un lieu que vous aimeriez visiter, où qu'il soit dans la nature ou ailleurs. Essayez de vous visualiser dans cet endroit. Essayez de le ressentir avec vos 5 sens. Peut-être y a-t-il des odeurs, y a-t-il des bruits, des sons particuliers, où que ce soit. Essayez d'apprécier pleinement le cadre que vous avez créé dans votre esprit. Vous allez, dans ce cadre maintenant, trouver un lieu pour vous installer confortablement. Et ce lieu va petit à petit s'effacer pour laisser la place à un autre lieu que nous allons ensemble visiter. Vous allez peu à peu voir se matérialiser autour de vous une pièce avec un halo de lumière bleutée. Vous êtes confortablement installé dans cette pièce. Vous pouvez visualiser cette couleur agréable et devant vous un escalier qui descend. Vous pouvez simplement décider de l'emprunter. Il y a 10 marches dans cet escalier. À chacune de ces marches, il va se passer quelque chose. Vous comptez dans votre esprit. À chaque marche, le calme devient de plus en plus présent. La sérénité s'installe. Et vous comptez 10, 9, 8e marche. À chaque inspiration, expiration, on amplifie ce calme, cette sérénité. Votre corps n'existe déjà plus, vous êtes déjà très loin. Chaque fois que vous expirez, vous vous sentirez plus léger, comme si les tensions s'éloignaient de vous. 6, 5e marche, vous commencez à voir ce qui se passe en bas, une autre pièce assez similaire avec un bassin au milieu, un liquide fluorescent très agréable à regarder, avec des petits scintillements qui vous attirent. 4, 3e marche. Vous arrivez presque en bas des escaliers, c'est un endroit accueillant, avec une sensation agréable de paix, de sécurité. Vous entrez dans cette pièce, vous êtes déjà considérablement apaisé.
Vous vous approchez de ce bassin, vous prenez une grande inspiration maintenant et vous expirez toutes ces tensions résiduelles. Vous pourrez descendre dans ce bassin et vous immerger. Vous laissez juste votre tête hors de l'eau. Et vous sentez ce liquide qui vous enveloppe. À chaque inspire, à chaque expire, vous vous rechargez. Vous sentez que ce liquide vous communique son énergie, cette force, tandis qu'il absorbe toutes vos tensions résiduelles. Et vous décidez de figer cet instant précis dans votre mémoire pour que vous puissiez le rappeler pour toujours. Vous appréciez la sensation de relâchement total. Vous allez toucher votre index avec votre pouce, avec votre main droite. Et vous allez toucher votre index avec votre pouce, avec votre main gauche. Et vous allez créer un signal de rappel. Chaque fois que vous aurez vos pouces et vos index reliés de cette manière, vous vous souviendrez de cet état particulier, vous vous souviendrez de ce lieu. Cet état s'installe maintenant dans votre corps, dans votre cœur et dans votre esprit, chaque fois que vous voudrez vous rappeler de cet instant, que vous voudrez vous ressourcer, récupérer cette énergie et évacuer vos tensions. Vous pouvez maintenant relâcher vos mains. Vous pouvez sortir de ce bassin en étant totalement ressourcé, en étant totalement régénéré. Vous pouvez rester un instant, si vous le souhaitez, dans cet état. Et je vous invite à explorer cet état. Vous pourrez revenir dans l'avenir, dans ce même lieu. À présent, nous pouvons partir, remonter cet escalier et retrouver le lieu que vous avez laissé. Tout en sachant que chaque fois que vous toucherez vos pouces et vos index, vous pourrez retrouver cet état qui s'est installé dans votre corps, dans votre cœur et dans votre esprit. Vous vous approchez des escaliers, vous montez 10 marches à nouveau jusqu'en haut. Vous pouvez compter 1, 2. Chaque marche, vous pouvez repenser à tout ce que vous avez vécu dans cette expérience. 4, 5, 6e marche. Vous retrouvez la pièce que vous avez laissée. 7e, 8e marche. Vous commencez à reprendre conscience de votre corps. 9e marche. 10e marche, vous retrouvez votre fauteuil, votre canapé, le lit que vous avez laissé. Vous essayez lentement de reprendre le contrôle de votre respiration par un grand inspire par le nez et un grand expire par la bouche. Vous allez essayer de remuer vos doigts très lentement. Vous verrez que votre corps a été un petit peu rigidifié, c'est normal. Vous allez commencer à bouger l'ensemble de vos membres. Vous pourrez prendre une grande inspiration, vous comptez jusqu'à 3, et à 3, vous ouvrez les yeux, et vous pouvez vous réapproprier intégralement votre corps et votre esprit dans cet environnement que vous avez quitté. Très bien. Eh bien, voilà. Pour une première, ça a été fait un peu au pas de charge, hein. J'en suis navré à cause de la coupure. J'espère que ça a été pour vous, cette petite expérience. C'est une approche, bien sûr, standard. On pourra la développer. Normalement, voilà, il faut 30 minutes pour faire cette séance complète. Nous l'avons faite en moins de 10 minutes. Donc je vous laisse imaginer bien sûr l'effet que ça peut avoir. Vous avez donc un canevas à travailler. Je vous propose quelques conseils.
Créez des scénarios. N'oubliez pas d'inclure, la sensibilité sensorielle, c'est-à-dire vous devez aussi, quand vous visualisez quelque chose, vous devez intégrer aussi les perceptions des autres sens, hein, odeur, bruit, enfin son, le goût, parfois. C'est très important parce que l'immersion est maximale. Mettez-vous dans de bonnes conditions pour faire ce travail, heu et évitez les tenues trop serrées ou contraignantes. Et n'oubliez pas que c'est l'entraînement, la répétition, voilà, qui permet d'obtenir très facilement ces effets. Au bout d'un moment, vous y arriverez en quelques minutes, ça va très, très vite. Nous avons fait, un exposé, assez détaillé, mais en réalité, vous verrez que les choses peuvent être extrêmement rapides. Voilà, n'oubliez pas que, voilà, vous devez vous l'approprier. C'est un exemple, hein, pour vous donner une idée heu, de ce qu'il est possible de faire. Vous avez, un outil puissant, un potentiel illimité avec, l'hypnose et l'auto-hypnose. Je resterai à votre disposition, pour les questions. J'ai toujours à cœur de respecter les horaires qu'on me propose parce que je pense aussi à l'intervenant suivant toujours. Donc, pour les questions, je suppose que vous pourrez, les poser plus tard, heu, donc, n'hésitez pas, je resterai, à disposition. Vous pouvez les poser dans le salon psy. Et si un jour vous avez besoin de conseils, en privé, ben vous me contactez, tout simplement sur le serveur, hein.